Donc c'est le premier webinaire de l'IREC déjà, donc merci de votre indulgence par avance. Et puis en plus sur Zoom, un outil qui est pas encore tout à fait maîtrisé. C'est une soirée, enfin un webinaire qu'on va faire pas très long en présentation. On a fait un peu de communication donc sur le webinaire, mais pas tant que ça, avec l'idée que si on n'est pas nombreux, bah, c'est pas forcément moins bien parce que ça pourrait permettre plus facilement des interactions, donc de répondre à des questions ou simplement partager des informations. Donc c'est un webinaire qui fait suite à la soirée que l'IREC avait organisée le 9 avril à Lyon, au château de Montchat, qui traitait déjà de ce sujet-là, les enjeux de la recherche clinique en milieu libéral. Alors, on va pas refaire toutes les mêmes présentations. D'ailleurs, on avait un certain nombre d'orateurs et oratrices qui étaient vraiment très percutants, qui sont pas là ce soir. Donc, il y aura peut-être un mot à dire, enfin, un retour ou deux à faire sur cette soirée, peut-être ce qu'elle a généré si on en a le temps. Là, l'idée, c'est de faire un point de situation d'une façon générale sur les développements que l'IREC notamment, hein, mais pas seulement l'IREC, a entrepris et entreprend en milieu libéral, avec une intervention d'Émilie Fuentes qui nous fera un focus tout particulier sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors, voilà, donc un plan proposé ici qui est qu'est-ce que la recherche clinique? Donc on en dira un mot, et notamment la recherche clinique en milieu libéral, évidemment. Euh, un petit point sur les acteurs de la recherche clinique, alors actuels ou potentiels en milieu libéral, les enjeux de cette recherche dans ce milieu-là, ou de ces recherches dans ce milieu-là. Un petit mot évidemment sur les freins et les leviers, parce que ça, c'est quelque chose qui parle, je crois, beaucoup de professionnels de santé, désireux ou curieux de se lancer en recherche clinique et qui forcément voient très vite les freins se présenter les uns après les autres. Le focus dont je parlais sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui sera présenté par Émilie. Quelques success stories, parce qu'il y en a, alors il y en a plein, mais on a, nous, quelques-unes qu'on peut déjà partager, d'ailleurs auxquelles l'IREC a participé ou pas. Et puis, là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on a justement des propositions de participation à de la recherche clinique très concrètes, qu'on évoquera également, et puis un mot un peu plus général sur quelle est notre démarche, quels sont les supports que nous utilisons et dans quels objectifs. Donc, qu'est-ce que la recherche clinique en milieu libéral? Alors là, il y a vraiment un sujet, il y a un vrai sujet sur le jargon, les termes employés, qui sont plus ou moins spécifiques d'un milieu d'ailleurs. Dans le milieu libéral, on s'est aperçu que le terme recherche clinique était potentiellement un petit peu effrayant. Ça faisait référence, ou en tout cas évoquait, des essais cliniques très interventionnels, qui sont plutôt réalisés en milieu hospitalo-universitaire, et qu'on parle plus volontiers, en tout cas plus fréquemment, je fais rentrer d'autres personnes, pardon, qu'on parle plus fréquemment de recherche en santé, d'évaluation en santé, de cadre évaluatif, de dispositifs dans le parcours de soins notamment. Et la recherche clinique est un petit peu, et c'est un terme qui est un petit peu évité. Alors sans faire trop de culture, hein, je me permettrai pas, mais quand même, en ayant fait un petit tour du côté de l'étymologie, finalement, la recherche clinique, et c'est un petit peu ce qu'on percevait, nous, un peu naturellement à l'IREC, c'est que la recherche clinique, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait être amené à le penser, en tout cas à le traduire. Et ce petit tour étymologique nous amène à une phrase que l'on pourrait résumer ainsi: c'est l'ensemble des activités scientifiques qui visent à améliorer la santé humaine en étudiant directement les patients. Donc c'est large. Il y a une notion d'objectivation, hein, c'est-à-dire s'intéresser à une mesure précise et quantifiable d'un phénomène. Ça peut être l'efficacité d'un traitement, bien évidemment, ou l'évolution d'une maladie, mais également l'efficience d'une pratique ou d'une innovation organisationnelle en santé. Il y a aussi des termes récurrents, hein, qui reviennent. Alors, on parle d'evidence-based medicine ou practice. On n'est pas forcément dans le milieu médical à proprement parler. Il y a évidemment une grosse participation paramédicale au développement de la recherche clinique.
Donc là encore, c'est fondé sur des preuves. Donc on a une notion d'objectivation, de mesure quantitative précise, reproductible, fondée sur des preuves, avec un exercice du soin médical, paramédical ou autre, qui, dans cette démarche-là, s'inscrit sur des données probantes. Donc c'est l'évaluation scientifique qui aboutit potentiellement à des évolutions de pratiques, notamment. Donc j'ai quand même fait une petite slide sur la démarche scientifique, simplement pour montrer ou conforter un petit peu ce que je disais avant, savoir que la démarche scientifique n'est absolument pas l'apanage des gros essais cliniques, voire de recherche translationnelle qui sont la plupart du temps réalisés dans des centres experts et en milieu hospital universitaire. L'observation, vous la faites en pratique courante, bien évidemment. Vous avez pour beaucoup d'entre vous déjà des hypothèses que vous aimeriez tester, évaluer, voire même que vous testez déjà. Il y a un certain nombre d'initiatives en optimisation, amélioration du parcours de soins, les exercices coordonnés, hein, pluriprofessionnels, mais il y a tout un tas d'autres choses. Une hypothèse à partir de laquelle on met en place une expérimentation qui permet de tester cette hypothèse, de la vérifier, éventuellement de l'admettre ou de l'exclure et d'en chercher d'autres, avec cette notion de reproductibilité que j'évoquais tout à l'heure. Les résultats sont analysés avec une démarche qui est prendre la rigueur, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus tout explorer tout le temps. Il faut se fixer un cadre, pour le coup, évaluatif prédéfini. C'est ce qui permet, surtout dans les phases confirmatoires d'évaluation en santé, c'est ce qui permet d'avoir des conclusions significatives, donc qui respectent vraiment la méthode scientifique. Et puis une conclusion, évidemment, qui doit être discutée. Et ça, vraiment, c'est absolument pas, encore une fois, l'apanage des essais cliniques très interventionnels menés en milieu hospital universitaire. Alors, qu'est-ce que la recherche clinique? Et finalement, dans tous les milieux, ça peut être des études observationnelles, donc dans lesquelles on n'intervient pas ou très peu dans la prise en charge du patient. Alors, sur le volet pharmaceutique, la pharmacoépidémiologie, qui permet à grande échelle et en vie réelle d'avoir des données plus précises, plus complètes, notamment sur les effets secondaires hein, des médicaments, mais c'est aussi de façon observationnelle potentiellement l'évaluation des pratiques courantes. Et donc les études à caractère plus interventionnel, alors c'est pareil, on a un parallèle entre la pharma, l'évaluation des produits pharmaceutiques, pardon, où là on va potentiellement évaluer un produit de santé expérimental, donc on est dans l'intervention. On n'est plus dans l'observation d'un produit déjà dispensé. Et donc, si on fait le parallèle avec la recherche qui ne concerne pas forcément des produits pharmaceutiques, on est là aussi en interventionnel, non plus dans l'évaluation des pratiques courantes seulement, mais également dans une mesure objective et quantitative, toujours de l'impact d'une modification de pratique. Donc, c'est qu'un exemple, mais vraiment la recherche clinique et ses différentes composantes et typologies d'études ne sont pas réservées à un milieu en particulier. Alors les acteurs, donc plusieurs acteurs du milieu libéral qui sont déjà impliqués ou intéressés par la recherche clinique, les cabinets médicaux, généralistes et spécialistes, les cabinets paramédicaux également. On a les kinés aussi qui sont assez représentés dans notre communauté. Les officines, donc là également, on a des connexions très intéressantes qui commencent à se faire avec les pharmacies de ville, les laboratoires d'analyse médicale. Et il y a également, alors ça c'est plutôt à titre individuel, mais on a aussi des organisations libérales pluriprofessionnelles avec les CPTS au niveau des territoires et les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis il y a des réseaux de recherche clinique ou de recherche en santé en milieu libéral qui existent déjà, d'autres qui sont en train de se créer. Il y a un très bel exemple dans le dentaire avec le réseau Ricol, hein, qui, je crois, associe plusieurs centaines de dentistes libéraux qui font de la recherche clinique, à la fois de la recherche industrielle, mais également de la recherche de leur propre initiative. Donc, ils sont à l'origine de la conception et de la réalisation d'un certain nombre de projets, pour ne citer que ce réseau-là. Alors les enjeux, ils sont multiples, vous en connaissez déjà certainement beaucoup, pour ceux en tout cas qui étaient sur ces sujets ou ces questionnements. Il y a un accès à l'innovation, qu'elle soit organisationnelle dans la prise en charge des patients, et que ce soit en exercice coordonné pluripro ou pas d'ailleurs. L'innovation préventive, thérapeutique évidemment, donc au niveau pharmaceutique, et avec un enjeu derrière de la réduction des inégalités territoriales et sociales des patients, qui est un vrai sujet parce que
Il y a un certain nombre de baromètres et d'études qui ont été faites. Il y a quelque chose comme selon les disciplines, hein, les aires thérapeutiques, comme 80% des patients qui sont à plus de 2 heures de route du lieu de réalisation d'un essai clinique le plus proche. Donc ça pose de vraies problématiques d'accès à l'innovation finalement. Parfois dans des essais cliniques qui représentent des vraies chances de guérison pour les patients, en sachant que 80 ou 90% des essais cliniques sont réalisés dans des gros centres hospitalo-universitaires. Plein d'autres enjeux. Alors, participer à des projets susceptibles de répondre à vos préoccupations directes en tant que soignant. Les sujets traités en recherche clinique, pour la plupart, ne sont pas forcément des projets qui répondent à vos préoccupations concrètes et immédiates. Au comptoir, par exemple, pour le pharmacien, ou au cabinet pour le médecin ou le paramédical. Il y a beaucoup de projets de recherche en milieu libéral qui tournent autour de la prévention, même s'il n'y a pas que ça. Donc là, il y a un vrai enjeu de santé publique sur la prévention dans la participation des libéraux. C'est notamment pour ça, hein, qu'il y a des directives nationales maintenant qui, notamment, incitent à la recherche clinique en milieu libéral, mais qui presque contraint les centres hospitalo-universitaires à travailler avec le milieu libéral. On est évidemment dans une démarche aussi de prise en charge holistique globale des maladies chroniques, pas seulement sur le volet purement expert, et en intégrant toutes les autres composantes psychologiques notamment. Et là aussi, le milieu libéral a un rôle clé à jouer. Évidemment, tout ça favorise les synergies et les partenariats entre les différents milieux, avec des effets bénéfiques potentiels pour la santé au-delà de la recherche. Et puis, il y a un vrai enjeu de valoriser nos métiers, vos métiers, de professionnels de santé libéraux, de gagner en notoriété. Ça ne concerne pas que les établissements de santé. Et un enjeu, ou en tout cas un moyen très important d'y parvenir, à ce développement de la recherche au milieu libéral, c'est d'arriver à générer des revenus complémentaires pour pérenniser l'activité de recherche. Il ne faut pas que la participation ou le développement de la recherche clinique rencontre ou continue de rencontrer pour obstacle ces problématiques économiques. Donc ça, c'est un point auquel on tient beaucoup à l'IREC et qui est toujours au centre de nos préoccupations parce que c'est pour nous le seul, en tout cas l'un des facteurs de réussite. Alors là, on l'a présenté comme étant des enjeux pour la recherche elle-même, avec ce ruissellement bénéfique pour la santé, pour le patient, pour votre métier. Mais c'est vrai que pour la recherche clinique elle-même, il y a un vrai enjeu de représentativité des populations, des patients qui sont inclus dans les essais cliniques. Lorsqu'on se limite à une patientèle de centre hospitalo-universitaire, on n'a pas accès à tous les profils des patients, mais plutôt sur des patients avec des pathologies modérées à sévères, voire très sévères. Donc là aussi, il y a un vrai sujet d'améliorer le recrutement des patients dans l'essai clinique au sens qualitatif du terme, pour la représentativité et donc l'exploitation des résultats d'un essai clinique et arriver à avoir des résultats d'essai clinique qui soient les plus prédictifs possibles de ce qui se passera dans la vraie vie ensuite avec une patientèle large et hétérogène. Il y a un enjeu d'amélioration du recrutement des patients, mais il y a aussi un enjeu d'accélération du recrutement des patients. En France, cela encore, selon les thématiques, les aires thérapeutiques, hein, il y a quelque chose comme 80% des essais cliniques qui n'atteignent pas leurs objectifs de recrutement dans les délais prévus. Et donc, ça crée une vraie difficulté, y compris d'attractivité industrielle pour la France. On sait que, alors juste titre ou pas, mais en tout cas, il est bien connu et établi que faire autoriser un essai clinique en France, c'est pas forcément le plus facile. On a des autorités pour le moins exigeantes et regardantes avec évidemment hein, un côté très positif à cela, mais également parfois des difficultés en termes de planning et de respect de calendrier pour la mise sur le marché, le marquage CE pour les dispositifs médicaux. Et si en plus de ces difficultés, voire lenteurs administratives, on a des centres français qui n'atteignent pas les objectifs de recrutement et pas dans les délais, alors la France perd d'autant plus en attractivité. Et il y a un vrai enjeu d'attractivité. Alors, il est économique, mais pas seulement, parce que être attractif, ça signifie aussi la possibilité de participer à un plus grand nombre d'essais cliniques industriels pour la France, et y compris des essais cliniques qui donnent des chances supplémentaires à des patients. Voilà pour les enjeux. Donc, on se réserve le temps hein, de discussion, questions à réponse en fin de présentation. Alors, on a un certain nombre de freins et de leviers, mais là, je vais être assez rapide parce que Émilie va
prendre l'exemple des maisons de santé pluriprofessionnelles pour développer un peu plus ça. De nos différentes discussions, parce qu'on a quand même beaucoup d'échanges maintenant depuis la soirée du 9 avril, il ressort un certain nombre de freins de façon plus ou moins récurrente. Alors ça dépend des professionnels de santé, ça dépend des structures auxquelles ils sont rattachés. Mais il y a une certaine mystification de la recherche clinique, peut-être plus encore quand on parle de recherche clinique que d'évaluation en santé. Il y a un manque de formation qui nous est souvent reporté, un isolement relatif, en particulier pour les professionnels de santé qui ne sont pas dans des structures, des organisations libérales, type MSP, CPTS, et un isolement qui finalement euh, les dissuade un petit peu parce que en ayant l'impression de devoir tout faire tout seul, une complexité réglementaire administrative voilà, qui est évidente et puis qui est plutôt croissante en recherche clinique, il faut le dire. Des outils informatiques redondants, c'est-à-dire que quand on a des débuts de discussion pour une éventuelle participation en recherche clinique, il y a des outils numériques spécifiques. Et là, ça crée aussi des problématiques parce qu'il y a les outils numériques du soin, il y a ceux de la recherche et il y a vraiment nécessité d'optimiser et de rendre les outils interopérables. Le manque de temps, bien évidemment. Des dispositifs de financement qui sont pas toujours connus, parfois pas accessibles, certes au milieu libéral, mais parfois non connus, et qui permettent de lever des fonds pour lancer ses propres projets de recherche clinique. Et puis, il y a cette question que j'avais évoquée tout à l'heure de chiffre d'affaires au cabinet, des charges du cabinet, qui doivent être prises en compte si on veut un développement pérenne de la recherche clinique. Et donc, l'activité de recherche ne doit pas créer de problématiques supplémentaires dans ce domaine-là. Voilà, donc sur les besoins qui ont été collectés, alors bon, c'est un petit peu la réponse à ce qui était présenté précédemment, un besoin de formation, mais de mise en réseau pour sortir de l'isolement, des réseaux de ville et des réseaux ville-hôpital, mais il peut y avoir aussi des réseaux de ville déjà. La nécessité d'avoir un organisme ou une équipe d'appui en recherche clinique. Alors, ça peut être un organisme tel que l'IREC, mais ça peut être aussi des unités de recherche clinique d'établissements de santé, hospitaliers, pas forcément universitaires. Ça peut être des universitaires. Et puis, encore une fois, la nécessité de trouver, de mettre en place un modèle économique adapté. Je vais laisser la parole à Émilie en espérant pas avoir été trop long sur ce focus sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais faire effectivement un petit point qui est un retour, modeste retour d'expérience sur la participation des maisons de santé à la recherche en soins primaires. Juste un petit mot pour dire quand même d'où est-ce que je parle. Moi, je suis coordinatrice donc en maison de santé depuis 10 ans. Coordinatrice, c'est un métier qui peut recouvrir des réalités très différentes, mais moi, en gros, j'y suis en tant que chef de projet et j'accompagne les équipes dans la création et la mise en œuvre de leurs projets de santé. Et j'ai aussi une casquette de consultante, où donc là j'accompagne les jeunes équipes qui se lancent et des équipes plus matures qui ont besoin d'un peu de revitalisation et de retour d'expérience des autres maisons de santé pour la mise en œuvre de leurs actions. Peut-être un petit mot pour commencer parce que je suis pas certaine que tout le monde soit très familier de ce que c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc une MSP, David, tu peux peut-être appuyer, enfin mettre la slide suivante. Voilà, donc une maison de santé, c'est une forme d'organisation bien particulière en ville qui regroupe donc des professionnels de santé libéraux de premier ou de second recours, le plus souvent de premier recours, mais on a aussi des spécialistes et qui ont en fait signé un contrat qui lie ces professionnels de santé avec l'ARS et la CPAM, donc ce qu'on appelle l'accord conventionnel interprofessionnel. Bon, je passe un petit peu sur les détails, mais voilà, ça a un certain nombre de caractéristiques qui est que, voilà, en général, c'est pas tout regroupé sur un même lieu, c'est même souvent assez multisite. Mais dans tous les cas, il y a un regroupement par le biais d'une société qui est celle en fait qui signe l'accord conventionnel avec les institutions. On a comme caractéristique d'avoir un système d'information partagé. Alors, dans la plupart des cas, il s'agit en fait du logiciel métier des médecins généralistes qui est déployé à l'ensemble des autres professionnels de santé qui sont membres de la maison de santé. Il y a un modèle économique ad hoc pour les maisons de santé. Ça sert en général voilà, à financer le temps des professionnels qui investissent sur l'exercice en commun. Voilà, il y a des activités qui sont obligatoires. Donc, on est obligé d'organiser des réunions de concertation pluriprofessionnelle. Donc, voilà, pour traiter des cas patients en commun. Et on a un ensemble d'activités optionnelles, la démarche qualité, un certain nombre de missions de santé publique, un certain nombre de protocoles qu'on peut mettre en œuvre, etc. Et des projets qui sont tout à fait discrétionnaires aux équipes. Donc, en gros, elles travaillent sur quoi elles ont envie de travailler tant que ça fait assez consensus. Voilà, tu peux passer. Euh, donc, en gros, voilà, moi, ça fait à peu près 10 ans que j'interviens dans les maisons de santé.
Et j'en ai un certain nombre qui ont investi des projets de recherche, mais de très loin, ça ne représente pas la majorité. Donc, une des questions que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui a fait que les équipes auprès desquelles j'intervienne ont participé à des projets de recherche. Donc, j'ai analysé en gros trois types de critères qui font qu'elles se sont impliquées dans des projets de recherche qu'on retrouve pas dans leur totalité dans les autres équipes. Donc là, David, si tu veux avancer. Donc voilà, en gros, il y a trois grandes catégories, sachant que, il me semble, en tout cas c'est ce que moi j'ai cru comprendre de ce que j'ai vu, c'est que voilà, il y a trois grandes catégories qui sont les représentations propres aux professionnels de santé, mais qui aussi émergent du collectif et l'implication individuelle et collective sur ce que j'expliquerai après, la culture scientifique, la démarche EBM, etc. Des ressources humaines qui sont à disposition, qui peuvent aider à accompagner la structuration de projets et toute la logistique que ça sous-tend dans une équipe, et le système d'information qui est un pilier dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Donc, je vais commencer par la représentation et les implications des professionnels. Donc, moi, j'ai rangé ça en quatre catégories. De manière générale, il me semble quand même que les équipes dans lesquelles ça a fonctionné, l'implication des projets de recherche, c'est que d'emblée, il y a une perception qui est positive des bénéfices de la recherche. Et c'est un peu, voilà, c'est pas toujours le cas dans les autres équipes. Pour l'exemple, voilà, David, tu évoquais l'idée qu'il y a enfin, il y a une certaine mystification autour de ce que c'est que la recherche. Moi, j'ai déjà pu entendre dans certaines équipes que bah voilà, la recherche, il y a des biais de publication. Donc en fait, on n'est pas toujours sûr de participer à une recherche qui sera à la fin publiée, qui donnera des bénéfices. On n'est pas sûr de à quoi ça sert. On n'est pas sûr que les chercheurs, même quand ils sont dans le public, est-ce qu'ils le font pour pouvoir être publiés ou est-ce qu'ils le font pour l'intérêt des patients. Donc voilà, c'est des choses que, voilà, sans jugement, hein, mais c'est juste que c'est des choses que je retransmets de ce que j'ai pu entendre auprès de mes collègues. Donc c'est effectivement, si de base, on n'est pas absolument convaincu que la recherche, ça apporte un bénéfice pour le système de santé en général, pour les patients ou pour soi-même en tant que professionnel, bah, effectivement, on a peu de raisons d'investir un projet de recherche. L'autre critère qui me semble important, c'est la culture scientifique au sens large. Alors, même si on est sur des métiers qui sont par définition versés un petit peu dans la science avec un grand S, bah, en fait, on s'aperçoit quand même dans la pratique que c'est dans des proportions variées et variables selon les professionnels dans les équipes. Typiquement, voilà, j'ai cité trois exemples qui me semblent être plutôt caractéristiques des équipes qui vont être versées dans une activité de recherche. C'est le fait qu'il y ait déjà des pratiques de lecture de sources plutôt secondaires, hein. Sources primaires, c'est quand même assez rare, mais des lectures voilà, qui partagent autour de ces lectures. La participation à des congrès, donc le fait de se tenir au courant des dernières avancées de la science, et de manière générale, une appétence pour tout ce qui est de l'evidence-based médecine ou practice. Voilà, les équipes dans lesquelles moi, j'ai eu des projets de recherche qui se sont implémentés. C'est toutes des équipes, d'une manière ou d'une autre, ont des groupes de travail qui font de l'EBM. C'est-à-dire qu'ils vont structurer une question, remettre en question leur pratique, vérifier ce que a produit la science et donc réviser potentiellement leur pratique en fonction de ça. Ce qui vient à mon point suivant, c'est quand même l'aptitude au changement. C'est-à-dire que, alors, voilà, quand on a une pratique qui est parfois ancrée depuis des années ou des dizaines d'années, c'est pas toujours facile de faire preuve d'une certaine souplesse qui permet en fait de remettre en question la manière dont on fonctionne, potentiellement de proposer une intervention qui est pas celle qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc voilà, il faut quand même avoir une petite souplesse. Et en général, c'est quand même des choses que je remarque, c'est que les équipes qui ont une démarche qualité ou qui ont des groupes de travail dont l'objectif c'est l'amélioration des pratiques ou au moins la remise en question de celles qui existent, les plus susceptibles de s'impliquer dans des projets de recherche. Et le dernier point, ça fait écho à ce que disait David sur les freins, c'est le temps. Et c'est vrai que des équipes pour qui une réunion par mois, c'est déjà trop, c'est clairement pas des équipes auprès desquelles je vais pouvoir proposer de s'impliquer dans un projet de recherche. Donc voilà, la volonté ou la possibilité, et des fois les deux sont liés, de dégager du temps, parce qu'on va parler de potentiellement bah voilà, faire du temps de formation, de réfléchir à comment est-ce qu'on implémente spécifiquement dans la maison de santé un nouveau process pour pouvoir participer à l'étude. Bah, si on n'est pas prêt à donner son temps, clairement, ça ne marche pas. Donc voilà, il me semble voilà, qu'il y a ces quatre points-là qui sont les plus susceptibles d'être prédictifs de la capacité d'une équipe à implémenter un projet de recherche. Donc voilà pour cette première partie. La slide suivante, David. Après, les ressources humaines propres à la maison de santé. Donc il y a deux catégories. Il me semble que les professionnels de santé
eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont un rôle d'interface. C'est-à-dire que voilà, les équipes dans lesquelles on a monté des projets de recherche ou auxquelles on a participé plutôt, bah, c'est toutes des équipes où en fait il y a déjà des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Certains ont des assistants, sont des assistants universitaires et dans au moins deux d'entre elles, il n'y a pas forcément de chercheurs, mais des anciens chefs de clinique. Donc il y a quand même une pratique qui est déjà connue de la part des professionnels de santé de ce que c'est que de participer à un projet de recherche. Donc ça, c'est plutôt, c'est un peu en lien avec le point précédent, c'est quelle est la culture de travail et la connaissance du monde de la recherche parmi les membres de l'équipe, dont certains vont pouvoir avoir ce rôle de facilitation auprès de leurs collègues en disant, bah voilà moi ce que j'ai expérimenté de la recherche. Et ils vont être susceptibles de pouvoir faire un peu tache d'huile au sein de l'équipe. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième, c'est la capacité en fait à déléguer. Donc voilà, pour ceux qui ne seraient pas familiers du terme, AZLE, c'est des infirmières qui font pas de soins, mais uniquement on appelle ça des infirmières de santé publique. Et donc, elles font des entretiens, elles font de l'éducation thérapeutique. On en retrouve pas mal en maison de santé, mais aussi dans des cabinets de médecine générale libérale qui accueillent ces professions-là. Les assistants médicaux, ça peut recouvrir des réalités un peu différentes. Entre eux, ça va du super secrétaire à un ancien soignant qui avait envie de se reconvertir et des gens qui sont plutôt comme moi, donc des coordinateurs. Et ces trois métiers-là, c'est tous des métiers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour mettre en œuvre un projet. Donc voilà, typiquement les quelques exemples que j'ai en tête où les équipes ont participé à des programmes sur le sevrage tabagique, la littératie en santé pour le dépistage du cancer colorectal ou l'évaluation des protocoles de coopération en kiné. Bah, il a fallu réfléchir donc plutôt avec moi sur comment est-ce qu'on trouvait les meilleures manières de l'implémenter au sein de l'équipe. Azalée, typiquement, voilà, c'est une fonction sur laquelle on a pu s'appuyer pour le sevrage tabagique parce qu'elles font de l'éducation thérapeutique. Donc, ça veut dire qu'on a pu déléguer un certain nombre d'activités et les assistantes médicales qui potentiellement vont pouvoir voilà, faire remplir et signer des documents aux patients parce qu'elles ont du temps pour pouvoir le faire. Donc voilà, un certain nombre de ressources humaines sur lesquelles, voilà, soit ça va avoir une influence culturelle sur le groupe, soit ça va permettre de pouvoir mettre en œuvre de manière efficace le projet en l'adaptant aux réalités de la maison de santé. Donc voilà pour les ressources humaines. Et la dernière partie, et pas la moindre, c'est le système d'information. Donc, ça fait partie des obligations en maison de santé. Le système d'information, comme je disais, c'est le logiciel métier des médecins qui est déployé à l'ensemble des professionnels de l'équipe, donc qui en général ont un accès avec des droits plus ou moins différenciés, c'est vraiment dépendant des structures. Mais il y a au moins deux critères qui, à mon sens, sont bénéfiques à l'implémentation d'un projet de recherche. Un, c'est alors c'est moche comme mot, mais j'appelle ça la requêtabilité. Et c'est pas vrai de tous les systèmes d'information. Je vais reprendre l'exemple de notre programme sur le sevrage tabagique. Bah, en fait, si je ne suis pas capable d'aller faire un pré-screen et de lister tous les patients qui ont un statut tabagique comme étant bah, fumeurs, bah, en fait, ça réduit notre capacité à pouvoir implémenter de manière efficace notre action. Donc, tous les systèmes d'information ne permettent pas d'aller rechercher des listes de patients en fonction d'un certain nombre de critères. Typiquement, voilà, si je veux savoir combien j'ai de patients diabétiques de plus de 65 ans qui sont sous metformine, bah, si tous les systèmes ne le permettent pas, et si c'est possible, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour identifier les patients qui potentiellement vont être la cible du programme de recherche. Et la possibilité de créer des formulaires ad hoc, pareil, c'est pas une disposition qu'on retrouve dans tous les systèmes d'information, mais ça va être le moyen de traduire dans le système d'information ce qu'on va chercher à faire dans le cadre de la recherche. Donc, je reprends par exemple l'action Décode, dont l'objectif c'était de mesurer l'efficacité d'une action en littératie de la santé pour favoriser l'implication des patients dans le dépistage du cancer colorectal. Et en fait, l'intérêt d'avoir un formulaire, bah, c'est de pouvoir rappeler dans le document auquel va faire appel le médecin dans le cadre de sa consultation toutes les infos sur qui qu'il doit transmettre, qu'est-ce qu'il doit compléter, parce que qu'est-ce qu'on veut récupérer comme données au bénéfice de l'étude. Et ça, vraiment, c'est utile parce que ça prend sa place dans l'environnement habituel du soignant. Donc voilà, ça, c'est des caractéristiques qui sont donc propres au système d'information. Et après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'usage individuel, mais aussi collectif du logiciel. Donc là, il y a un accès individuel et le paramétrage de l'accès aux données, ça concerne principalement des professionnels de santé qui ne sont pas des médecins généralistes. Parce que comme je disais, comme c'est le logiciel médical,
bon, ils ont tous accès à l'ensemble des données. C'est pas toujours le cas selon les professions. Donc là, ça va dépendre un petit peu des règles d'usage propres à la maison de santé en se disant, bah voilà, est-ce que les infirmières ont accès aux dernières biologies? Est-ce que tous les autres soignants ont accès aux dernières consultations, etc. Donc ça peut avoir un impact sur la manière dont on implémente un projet. Et tout ce qui est de l'ordre des pratiques de codage, parce que je vais reprendre l'exemple du sevrage tabagique, si je veux trouver mes patients qui sont fumeurs, il faut que je sois en mesure de dire, OK, c'est-à-dire qu'à un moment, dans la consultation, quelqu'un a écrit que le patient était fumeur. Et si c'est pas codé correctement, ça va être impossible à retrouver dans le logiciel. D'où l'intérêt qu'au sein de l'équipe, individuellement, je code correctement, quelle que soit la méthode, et que collectivement, se soit mis d'accord sur quelles sont les règles pour coder. Parce que voilà, si au sein de l'équipe, on a 15 manières d'écrire le sevrage tabagique, tout de suite, c'est beaucoup plus complexe d'acquérir une information de qualité dans le logiciel. Et c'est vrai que toutes les équipes qui sont impliquées dans les projets de recherche ont toutes plutôt des bonnes pratiques de codage et d'harmonisation des pratiques. Et en général, ça marche d'autant mieux qu'on a des référents ou des référentes qui voilà, sont un peu rodés aux usages avancés, qui ont eu des formations supplémentaires et qui sont capables de guider comment est-ce qu'on code, comment est-ce qu'on se facilite le codage, comment est-ce qu'on crée des formulaires qui sont requêtables efficacement. Donc voilà, un ensemble de pratiques qui sont au bénéfice de la disponibilité de l'information et donc de sa capacité à être exploitée à terme. Donc voilà pour l'ensemble des caractéristiques qui me semblent un peu déterminantes sur la réussite des projets de recherche au sein des maisons de santé. Après, la question qui se pose, c'est à quoi ça vous sert de savoir tout ça? Donc là, tu peux peut-être mettre la dernière slide, David. En pratique, le nombre de maisons de santé qui ont ces caractéristiques-là, notamment la présence de médecins qui sont des chercheurs ou d'anciens chercheurs, plus l'ensemble des autres caractéristiques, c'est quand même assez restreint. Donc déjà, de base, en soi, les maisons de santé, c'est une petite... Alors là, juste sur les médecins généralistes, c'est 12% des médecins généralistes qui exercent en maison de santé. Alors ça fait quand même environ une dizaine de milliers de personnes, mais c'est quand même une proportion restreinte. Néanmoins, même si c'est un petit volume d'activité, c'est quand même des formes d'organisation qui sont plutôt structurées, les maisons de santé. C'est vrai que quand on voit un peu la ville comme un magma un peu indistinct de professionnels qui sont plus ou moins regroupés des fois et souvent isolés quand on parle des médecins généralistes, bah c'est vrai que c'est un bon endroit, il me semble, pour envisager de monter des projets. Parce qu'en fait, les maisons de santé ont l'habitude de monter des projets et que l'on va pouvoir, au fur et à mesure voilà, de leur développement, c'est s'appuyer sur les délégations, donc notamment assistants médicaux, mais aussi les fonctions comme les infirmières en pratique avancée, qui sont un peu des nouveaux métiers sur lesquels l'organisation va pouvoir s'appuyer pour mettre en œuvre des missions de recherche, avec voilà, aussi des moyens comme le système d'information. Et donc, je pense que les concepteurs d'études, ils ont intérêt à l'envisager comme étant le moyen de faire gagner du temps et d'implémenter de manière efficace dans l'environnement habituel de travail des professionnels de santé libéraux. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment la montée en maturité des équipes qui peut être une opportunité dans le sens où ça fait une dizaine d'années que moi, je participe au Congrès national des maisons de santé. Et sur les 3 dernières années, j'ai commencé à voir apparaître des ateliers sur le thème de la recherche en soins primaires, ce qui n'existait pas encore, ce qui n'existait pas avant. Donc, je pense que voilà, il y a le fait que les maisons de santé qui sont les plus anciennes se sont structurées, ont pris l'habitude de travailler ensemble, de monter un projet, d'avoir des indicateurs, d'utiliser leur système d'information que potentiellement, bah, avec le temps, ça va être aussi celles qui vont être intéressées de faire un peu autre chose. Et potentiellement de se dire qu'elles commencent à être assez mûres et assez efficaces dans leur organisation pour pouvoir répondre à des choses qui sont un peu exigeantes, comme le sont des programmes de recherche. Donc voilà, ma modeste contribution. Merci beaucoup, bien plus que modeste. C'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce retour-là, puisque tu es dans la coordination de maisons de santé pluriprofessionnelles, et que la recherche clinique, c'est un sujet effectivement qui émerge de quelques établissements que tu accompagnes, en tout cas au niveau de la phase d'étude de faisabilité. Et donc là, c'était très intéressant d'avoir ce retour-là, entre le soin et la recherche, effectivement. Alors nous, on a une expérience beaucoup plus modeste, hein, puisqu'on travaille avec moins de maisons de santé pluriprofessionnelles, mais effectivement, on a ces sujets de requêtabilité, comme tu l'appelles, Oui. des systèmes d'information, et presque d'exportabilité, parce que c'est vrai que quand on peut en plus exporter un maximum de données, alors c'était assez variable jusque-là en fonction des éditeurs. Là, il y a une loi européenne
qui va imposer à tous les éditeurs de rendre complètement exploitable leur logiciel parce que on avait quelques problématiques parfois dans certaines pratiques commerciales. Donc ça va changer. Et l'exportabilité, ça permet même de directement parfois réutiliser à finalité de recherche des données de santé déjà existantes. Donc là, il y a vraiment une mine d'or parfois dans certains établissements, et particulièrement en MSP, mais pas que, parce que on a tous les métiers représentés ou presque, selon les établissements, et potentiellement des données cliniques, mais également paramédicales, biologiques, pharmaceutiques. Donc c'est déjà une quantité d'informations non négligeable qui est déjà valorisable dans bien des cas, effectivement, sans même s'engager sur des protocoles de recherche interventionnels ou prospectifs. Merci infiniment, Lily. Alors, Alors, quelques success stories. Alors, c'est pas des contre-exemples, mais ça peut en être en partie quand même, parce que là, pour le coup, on a un certain nombre d'essais cliniques. Alors, on en présente quatre très rapidement. On vous laissera la place aux questions ensuite, si vous êtes intéressé ou curieux de la façon dont ils se sont montés, évidemment. Mais on est sur des essais cliniques, des études cliniques qui ont vu participer des structures de santé qui, pour le coup, n'avaient pas forcément d'internes, enfin d'universitaires embarqués ou même de personnel déjà formé ou sensibilisé à la recherche clinique. Alors il y en a un premier qui est un essai clinique interventionnel, très interventionnel, 100% libéral, réalisé intégralement en milieu libéral. C'est un promoteur industriel avec un dispositif médical de classe 3, donc pas la classe la plus la moins à risque ou contraignante, hein. Et l'objectif de ces investigations cliniques, en réalité, il y en a eu quatre d'investigations cliniques. Donc, c'était un programme d'études cliniques. C'était le maintien du marquage CE dans un contexte un petit peu sensible, donc avec vraiment le besoin d'apporter des données, des preuves probantes. Et là, les acteurs de l'essai clinique, c'était trois cabinets de médecine générale, un centre d'imagerie et le support de l'IREC. Donc, il n'y avait aucun hôpital, ni périphérique, ni universitaire, qui participait à l'essai clinique. Et 200 volontaires ont pu être inclus. Il y avait 5 visites par volontaire, donc quand même 8000 visites de volontaires, de patients à réaliser au total. Aucun de ces cabinets-là n'avait déjà fait de la recherche clinique au sein de leur cabinet et même pas lors de leur formation a priori. Et on est allé chercher nous-mêmes ces cabinets, donc il n'y avait même pas forcément déjà une recherche ou une idée de développement de la recherche clinique. Et on a discuté et on a trouvé un montage, une organisation du projet qui a rendu les études possibles. Donc là, on pourra y revenir plus précisément hein, si vous le souhaitez en fin de webinaire. Mais tout un tas d'aménagements ont été trouvés dans l'organisation, enfin la programmation des rendez-vous, avec des plages qui ont été réservées à la recherche clinique pour optimiser les temps des médecins, avec du personnel de l'IREC, mais ça aurait pu être du personnel d'autres organismes ou associations de recherche clinique. Il y en a d'autres qui sont allés dans les locaux et qui ont réalisé toute la partie administrative, logistique liée aux produits notamment pour vraiment laisser les médecins se concentrer sur leur expertise, médicale en l'occurrence, peut-être paramédicale, en déchargeant un maximum de tous les autres aspects de l'étude clinique, qui peuvent être assez lourds. Avec l'idée, là encore, hein, d'avoir une activité qui leur permette, sur le plan économique, de ne pas perdre de chiffre d'affaires du tout par rapport à ce que leur activité de praticien aurait généré en l'absence de cette étude clinique. Donc ça, c'était un point fondamental. Pardon, voilà. Alors là, on a un cabinet de dermatologie de la région de Martigues, alors qui est un petit peu atypique parce que c'est un cabinet qui est allé très loin. Enfin, c'est une dermatologue, docteur de Ruher, pardon. C'est une dermatologue qui est allée très loin et qui est allée toute seule. Donc, elle a bravé un petit peu tous les obstacles hein, d'isolement, elle participe à différents essais cliniques de promoteurs industriels dans le médicament, en dermatologie, alors des produits topiques, mais également des produits systémiques dans des biothérapies, et dans des essais cliniques qui visent clairement l'autorisation de mise sur le marché, donc avec des essais cliniques qui ont le niveau d'exigence en termes, en tout cas, de procédures réglementaires parmi les plus importants. Et c'est son cabinet, c'est elle seule, ou presque, parce que aidée de trois infirmières libérales, sans lesquelles, qui interviennent dans son cabinet un jour par semaine, je crois, toute la journée, sans lesquelles elle ne pourrait pas réaliser cette activité-là. Mais des infirmières qu'elle a formées progressivement. Et là, on est sur un modèle vraiment très intéressant parce que
Elle a converti, je crois qu'on peut le dire, son cabinet médical en un véritable petit centre de recherche clinique, en ayant équipé, ou on s'était en fait équiper par l'industrie, ça peut arriver aussi, d'une centrifugeuse pour traiter les prélèvements, d'un congélateur à -80 degrés. Enfin, on a vraiment l'exemple assez atypique d'un petit centre de recherche clinique qui a été constitué par un médecin libéral. Et il s'avère que c'est très performant parce qu'elle est régulièrement dans les premiers centres recruteurs nationaux d'essais cliniques auxquels participent que des CHU, sauf le docteur UR, notamment la PHP, les HCL et d'autres CHU pour pas les citer. Donc avec un modèle très efficace parce qu'elle a organisé son activité pour l'être. Et ça présente vraiment un gros avantage que de pouvoir se concentrer sur un ou deux essais cliniques, ce que les CHU n'arrivent plus à faire parce qu'ils ont souvent une participation simultanée à de nombreux essais cliniques sur une même pathologie. Et on arrive très souvent à saturation dans les CHU, donc il y a vraiment une vraie place, y compris sur ces essais cliniques très interventionnels et plus ou moins lourds pour le milieu libéral. Alors on a une autre success story qui est là un essai clinique qui a été réalisé en partenariat, donc entre un service hospitalier d'un CHU pour le coup et un laboratoire d'analyse médicale. Alors là, on était sur le développement, un programme de plusieurs essais cliniques, très ambitieux encore, hein, parce que ce programme-là que l'IREC avait piloté a abouti au développement et à la commercialisation aux États-Unis d'un dispositif de vaccination intradermique qui s'appelle Itenza. Et une grosse partie du travail a été faite en collaboration avec le milieu libéral, notamment un laboratoire d'analyse médicale qui a inclus 700 volontaires en moins de 4 mois. Donc là encore, on a aménagé le laboratoire pour en faire un centre de recherche clinique temporaire. Et c'est le médecin du service hospitalier du CHU qui s'est déplacé dans le laboratoire, qui a passé plusieurs journées à inclure ces patients-là en collaboration avec les biologistes. Une dernière, alors là, c'est une collaboration un peu plus structurante, c'est moins du one-shot. Ville-hôpital, donc pour le coup, dans un essai promu par un institutionnel, pardon, les hôpitaux Champagne Sud. Là, il s'agissait d'une étude, enfin d'une recherche en soins primaires qui visait à évaluer la pertinence de la mise sous antibiothérapie dans les otites. Et les acteurs de ce projet collaboratif, donc c'est l'unité de recherche clinique des hôpitaux Champagne Sud et 5 cabinets de médecine générale. Il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé cette collaboration structurante. L'unité de recherche clinique de cet hôpital a été créée il y a 10 ans et accompagnait et accompagne toujours des internes en médecine générale. Et là, on rejoint un petit peu les propos d'Émilie. Ces médecins qui ont été accompagnés par l'unité de recherche clinique dans le cadre de leur thèse et donc sensibilisés et formés à la recherche clinique, on poursuit cette activité une fois installée dans le milieu libéral et donc la collaboration avec l'unité de recherche clinique. Alors là, le direct n'était pas du tout dans le projet, hein. On a un deuxième facteur présenté par le docteur Stéphane Sanchez, qui est responsable de cette unité de recherche clinique aux hôpitaux Champagne Sud. Un deuxième facteur de succès qui est toujours d'ailleurs parce que le financement a été reconduit, la création d'un poste d'attaché de recherche clinique au sein de l'URC de l'hôpital, financé par l'ARS. Et c'est un poste dont l'objectif est très clairement, enfin, qui est dédié au développement de ce réseau ville-hôpital et à la mise en place de projets de recherche en soins primaires. Donc, structurante, si bien que la perspective, là, le projet qui est discuté, c'est la participation, pardon, du réseau Ville-Hôpital à un projet européen, donc avec un niveau d'exigence supplémentaire encore, hein, qui vise à exploiter à finalité de recherche les données des patients, des dossiers des patients dans les cabinets médicaux, paramédicaux, officines. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait des maisons de santé pluriprofessionnelles aussi tout à l'heure, avec la possibilité parfois de valoriser, d'exploiter des données directement disponibles, déjà disponibles à finalité de recherche. Alors, on va finir ou presque avec un petit appel à participation. Donc, l'IREC étudie actuellement la faisabilité de plusieurs projets, plus que quatre. Il y a quatre thématiques listées, mais il y a certaines thématiques qui concernent plusieurs projets potentiels. Donc, on étudie actuellement la faisabilité d'études en ville ou en partenariat ville-hôpital, avec ou pas la participation de l'IREC, en santé mentale, dépression notamment, mais pas que, douleur, eczéma, dermatite atopique, pardon, et diabète. Alors pour certains de ces projets, enfin plusieurs modalités de collaboration possibles selon les projets. Ça peut être une collaboration au recrutement de patients, ça on le fait déjà hein, avec certains professionnels de santé libéraux et des réseaux, notamment des réseaux d'officines en ville. On a déjà des partenariats pour collaborer au recrutement des patients. Là encore, avec une indemnisation prévue pour rendre la collaboration et le partenariat pérenne.
On a des possibilités de participation des structures libérales en tant que centre investigateur satellite, c'est-à-dire participant à une partie de l'étude seulement ou à certains actes de certaines visites. Certains projets laissent la place pour les investigateurs, les libéraux qui le souhaitent, leur laissent la place d'être centre investigateur à part entière autonome. Donc ça peut arriver aussi. Ou centre investigateur, alors by l'IREC, entre guillemets, c'est-à-dire avec une intervention de l'IREC qui est complètement décidée par le professionnel de santé, l'IREC s'adaptant aux souhaits, possibilités et disponibilités. Donc il y a pas de projets qui se ressemblent, hein. On a vraiment une architecture des projets, des collaborations au projet. Un tout petit mot sur notre communauté libérale. Donc normalement, ce qui est là, présenté là, devrait être un petit peu constitué de tout ce qui s'est dit avant. Les objectifs et les opportunités d'intégrer cette communauté de professionnels de santé libéraux que l'on a mis en place. C'est déjà d'intégrer une communauté. Donc on parlait de l'isolement tout à l'heure, d'intégrer une communauté et participer potentiellement à des réseaux de recherche clinique ou des réseaux d'optimisation des parcours de soins aussi, parce qu'on est maintenant de plus en plus sur ces thématiques-là. En fait, c'est vous, hein, acteurs du milieu libéral, qui nous a, qui avait orienté, qui a, oui, qui ont orienté, pardon, l'IREC sur ces nouvelles thématiques. Ça s'est fait un peu naturellement, progressivement. Donc plusieurs objectifs, pardon. Donc débuter ou consolider une expérience en recherche clinique grâce à la formation. Évidemment, la possibilité de participer à des études cliniques au sein de votre cabinet ou en centre de recherche clinique. L'IREC, en réalité, travaille depuis au moins 10 ans avec des professionnels de santé libéraux, notamment par le biais de vacations. Donc, on a un certain nombre de professionnels de santé libéraux qui réalisent des vacations dans notre centre de recherche clinique. Ça fait prendre l'air. En fait, ça change, ça les sort un petit peu de la routine. Et puis, ça permet d'être aussi une expérience vraiment formatrice par le terrain. Il y a la possibilité de collaborer au recrutement des patients, on l'a dit, et de générer des revenus complémentaires. Et aussi et surtout, et ça c'est vraiment la nouvelle orientation et impulsion qu'on a donnée à nos développements depuis 1 an et demi, c'est d'arriver à faire émerger et financer des projets de recherche à votre initiative, donc dans vos préoccupations. Pour cela, il y a différents outils qu'on utilise, et notamment la recherche de financement public, privé ou mixte. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont directement accessibles aux professionnels de santé libéraux et d'autres qui sont rendus accessibles grâce à des partenariats, notamment avec des hôpitaux universitaires ou périphériques. Et on a un petit peu aussi ce rôle d'entremetteur entre différents milieux qui nous permettent de finalement nous ouvrir des portes qu'on a du mal à ouvrir en étant isolés les uns et les autres dans nos milieux respectifs. Avec à chaque fois dans ces projets collaboratifs une attention toute particulière à ce que la valorisation des participations de chaque milieu soit cohérente, équitable. Voilà, donc alors ça, c'est plus des supports de communication de la communauté que nous avons mis en place. Cette communauté s'est mise en place en partenariat avec Méridit Santé, donc qui est corps organisateur de ce premier webinaire de l'IREC. Donc Méridit Santé, c'est déjà de la mise en relation de professionnels de santé, libéraux ou pas, hein, avec une communauté déjà très riche et globale, et puis des communautés aussi sur des sujets particuliers qui concernent la santé, notamment, enfin, qui concernent la santé toujours, mais qui peuvent concerner l'optimisation de la prise en charge de patients notamment. Et puis on a créé un magazine donc qui s'appelle l'Écho des libéraux, donc qui parle de recherche clinique, mais plus globalement d'évaluation en santé, pardon, avec deux numéros, les deux premiers numéros qui sont déjà parus. Le premier sur la recherche clinique, le deuxième sur l'optimisation du parcours de soins, le troisième sera plutôt sur les outils numériques, qui est un sujet très important relevé par Émilie. Une première soirée a eu lieu le 9 avril, une deuxième sera probablement organisée en 2025. Et puis, voilà, on espère que on aura l'occasion et le temps, mais on va se le donner, d'organiser d'autres webinaires sur des thématiques un peu plus ciblées. Merci beaucoup de votre attention. On passe aux questions, réponses, commentaires, si vous en avez. Alors, moi, je suis officinale et en fait, je me reconnais complètement là-dedans parce qu'en fait, on est très isolé. Je fais partie d'une CPTS et on n'a aucun retour. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant et je vais partir avec vous.
Très bien. Eh ben, Voilà. grand plaisir. Merci pour le témoignage. Avec grand plaisir. Donc, on pourra étudier au moins tous les sujets qui vous préoccupent. Et c'est vrai qu'à partir de là, on verra quelle porte s'ouvre. Donc, on prendra le temps nécessaire avec grand plaisir à l'issue du webinaire. Ouais, ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Moi, je trouve ça très bien et je vais, je vais vous ouvrir les portes d'un groupe de santé en MSP. Eh bien, merci beaucoup, avec grand plaisir. Euh, là aussi, hein, j'imagine que alors c'est un groupe de MSP, donc j'imagine que les sujets, les problématiques ou les ententes peuvent être variées. Donc, on prendra là aussi le temps nécessaire et les réunions nécessaires pour voir ce qu'on pourrait effectivement faciliter. Bien. Je suis désolée, je me fais jeter de mon espace de coworking, je suis obligée de sortir. Très bien. Alors, a priori, pas d'autres questions. Non. Donc, je regarde sur le chat quand même. On avait Merci beaucoup. Au revoir. des messages de politesse pour dire que effectivement des obligations appellent les uns et les autres. Donc merci encore et à très bientôt. On est bien sûr disponible hein, Mm. à l'adresse notamment libéraux au pluriel @lyonrechercheclinique.com pour poursuivre ces discussions. Très bonne soirée à tous.